en direct de la Cité des Sciences et de l'Industrie, ici à Paris, pour Maker Faire Paris, édition 2021, 100% digital. Et vous le savez, parmi les temps forts, pendant ce long week-end, samedi et dimanche, 8 heures d'émission en direct, vous le savez, parmi les temps forts, la santé et le besoin de prendre soin de soi et des autres. Nous mettons en avant tout de suite, pendant une petite vingtaine de minutes, des idées formidables qui ont émergé pendant la pandémie, la crise sanitaire. À mes côtés, à ma droite, Anthony Sediki pour sa visière solidaire. Bonjour Anthony. Bonjour. Et à ma gauche, Yann Marchal, qui est le fondateur du groupe Facebook Maker contre le Covid. Bonjour Yann. Vous allez bien tous les deux ? Très bien, oui. Très bien. Alors vous êtes venus évidemment les mains pleines comme tous les makers. Vous avez vos petits objets avec vous. Anthony, on commence avec cette visière solidaire. Vous pouvez je vais te tutoyer. Tu peux la manipuler évidemment. La fameuse visière qui a émergé tout de suite après le début de la crise sanitaire. Ça a démarré comment ? Ça a démarré très rapidement au tout premier confinement. Une amie de ma femme est venue m'expliquer les difficultés qu'ils avaient à se protéger avec les masques qui n'étaient pas disponibles. Je vais la faire rapidement. J'ai très vite écarté la possibilité de faire des masques en impression 3D pour des raisons d'hygiène. Toi, tu es maker déjà depuis... de longue date ou pas ? En fait, je savais pas ce qu'était un maker avant de le devenir et de le découvrir et d'en connaître la définition. Mais oui, je l'étais parce que j'avais une imprimante 3D chez moi. J'ai toujours bricolé et je faisais des pièces pour ma moto. Donc oui, j'ai toujours bricolé et fait des pièces pour moi-même. Donc j'étais maker. Mais tu ne faisais pas partie de ce mouvement maker Non, je ne le connaissais pas en fait. Je le connaissais pas du tout. J'avais pris une imprimante 3D pour mes besoins et j'ai rencontré cette incroyable famille de makers pendant le confinement. Face à cette grande crise du Covid, qui donc est une aventure clairement incroyable, qui a chamboulé ma vie. Oui, parce qu'on va revenir sur cette visière, on dépasse le 1 800 000 exemplaires. À nous deux, avec Yann, enfin nous deux, avec les deux communautés, parce qu'on n'est pas grand-chose dans tout ça, hormis fédérer un réseau à ce moment-là. On a dépassé le 1 500 000 visières produites et distribuées gratuitement. Yann Marchal, donc créateur du groupe Facebook Maker contre le Covid, il y a eu quoi ? Une prise de conscience il y a un peu plus d'1 an et demi maintenant pour les makers ? L'histoire a démarré sur une amie qui avait beaucoup de problèmes de santé, qui a vraiment paniqué et qui m'a dit « mais tu peux rien faire avec ta machine ?» Puis là je me suis dit « mais bien sûr qu'on peut faire. » Impression 3D toujours hein. Quoi on ne sait pas, mais oui on peut faire. Ça c'est un peu l'effet maker quoi. Et là-dessus, on a monté la communauté, on s'est tous regroupés. Ça a pris très vite, la sauce a pris très vite ? En moins de 24 heures, on était 500. Ah oui. Voilà. Ça a été incroyable aussi hein, des deux côtés. Hein. Je pense que ça a été cette inertie et cette masse exponentielle de makers qui ont participé. Ça a été incroyable. En 3 semaines, on est passé de, très certainement pareil pour toi, de 1 à plusieurs centaines, voire plusieurs milliers. Au mois d'avril, quoi. Ça a été incroyable. Parce que c'était pour un objectif commun, j'imagine. Oui. Mais lequel ? Qu'est-ce que vous êtes dit quoi en fait à ce moment-là ? On s'est dit il faut protéger. C'est ça. Voilà. Nous, le mot d'ordre, c'était protéger, mais surtout faire attention de ne pas faire plus de mal qu'autre chose. Donc on a freiné des cas de fer au démarrage parce que il y a des choses qui partaient un peu dans tous les sens. Il y avait l'engouement des makers qui disaient on va faire ci, on va faire ça. Mais à un moment, il faut relativiser, se poser et puis voir aussi avec les professionnels pour avoir des conseils avisés. Faut essayer de cadrer les choses. Dans tous les sens. Voilà. Miguel qui nous accompagne bien sûr toujours pour l'interaction avec les internautes hein, depuis la maison. Vous pouvez aussi poser vos questions bien sûr Miguel. Je ne sais pas si on m'entend. Voilà. Donc, postez vos messages sur le chat. Et justement, il y a une question pour tous les deux sur ce chat. Est-ce que vous avez eu des soutiens ? Est-ce que vous avez été soutenu par les institutions ou autres dans votre travail, dans vos démarches ? Tu commences, je commence. Je vais commencer. Alors, de notre côté, il a fallu quand même faire des preuves avant qu'on commence à nous regarder. À partir de ce moment-là, effectivement, on a eu des rapprochements. Qui n'ont pas forcément abouti à ce qu'on attendait non plus, mais on a vu qu'il y avait quand même une envie de nous accompagner.
Ça s'est concrétisé assez vite ou pas? Non, alors Non. Pas comme vous l'auriez espéré? Pour répondre à la question, je suis obligé de reprendre chronologiquement. Les associations ont aidé très rapidement, les entreprises privées, les particuliers, et l'État et l'administration étaient dans une difficulté où on n'avait pas encore de statut juridique. Et du coup, pour aider un particulier, c'est compliqué. Donc c'est pour ça aussi que j'ai monté l'association. Ça a été pour leur permettre d'avoir un point de chute pour pouvoir continuer à aider, mais ça a été quand même assez long. La volonté était clairement là. Que ce soit les maires, que ce soit les députés, que ce soit tous les gens qu'on voyait, mais il y avait cette inertie due à notre système administratif qui a été assez compliqué. Alors ces visières solidaires, où ont-elles été réalisées? Dans toute la France et même dans le monde. Ça a été la première preuve à l'échelle de la fabrication distribuée. Et on en a fabriqué, nous en fait l'idée c'était de donner le design et la logique, c'est-à-dire avoir quelque chose qui consomme très peu de matière, parce que ça coûte cher en volume forcément, et de pouvoir l'utiliser sur un écran qui était facilement trouvable à ce moment-là parce que tout était fermé, et ensuite de donner la méthodologie à tous ceux qui étaient en capacité de le faire. Il fallait son impression quand même, son imprimante 3D à la maison. Tout à fait. Il fallait son imprimante 3D et de la matière. Et c'est là qu'on a dû également faire l'effort. Ça a été de se rapprocher de grands acteurs français, notamment de fabrication de filaments, pour pouvoir donner du filament aux makers pour pas qu'ils soient en arrêt. Et une fois qu'on avait vidé tous les acteurs traditionnels de distribution, en fait. Et parmi pour la distribution, du coup, ça s'est déroulé comment? Parce que donc il y avait la production à la maison pour les makers, ou pas forcément, mais en tout cas ceux qui avaient une imprimante 3D. Pour la suite, comment ça s'est goupillé? Alors, ça me permet de rebondir. On parle beaucoup des makers, mais ça a été réellement un mouvement populaire. Il y a eu énormément de corps de métier qui ont aidé. Tous ceux qui avaient le droit de conduire, en fait. Je me souviens d'agents de la RATP. Je me souviens de gens qui livraient des denrées alimentaires, qui ont profité de leur tournée pour prendre en fait les visières et les productions, livrer les makers et en même temps déposer les bobines chez les makers pour ensuite revenir et que ce soit dispatché intelligemment dans les hôpitaux. Parce que sinon, on voulait éviter de livrer 2 fois les mêmes hôpitaux, ce qui aurait été du déchet et ça aurait été dommage. Et sur le chat, il y a Dublé qui dit « N'oublions pas aussi toutes les couturières makers qui se sont mobilisées pour fabriquer des masques pendant… » Ouais, ça a pris aussi. J'allais le rajouter. Ça a été énorme. Ça. Bah, voilà, sur le chat à l'instant, les grands esprits se rencontrent. Et même certaines personnes qui se sont remises aussi à la couture, qui se sont dit je vais le faire, moi, mon masque. Je vais le faire aussi pour la famille, pour un peu tout le monde. Allez, on s'y remet. Yann, comment ce groupe Facebook a pris de l'ampleur alors au fur et à mesure des semaines, des mois, parce que on le sait, la crise continue. Alors comment il a pris de l'ampleur, je vais dire, c'est par la bienveillance de tout le monde. Tout le monde s'est mis à partager, à diffuser l'information. Après, il y a certaines personnes qui ont refusé de la diffuser pour des raisons plus ou moins obscures. Il existe encore ce groupe aujourd'hui? Alors aujourd'hui, il existe encore, il est en dormance. Parce que ça a été déjà un travail de longue haleine et qui a été vraiment, il nous a pesé vraiment fort, même si on était vraiment content de le faire et plein d'énergie. Je crois que la fin a été vraiment une décompression totale. Ouais. Et aujourd'hui, les gens ont encore besoin de s'en remettre, je crois. Sur le chat, question, alors là, très pratique. Vous êtes venu avec quoi? Parce qu'il y a la visière d'Anthony. C'est ce que j'avais demandé à Yann. Mais oui, et les internautes, ça les intéresse, ils veulent savoir. Qu'est-ce que c'est que alors, on a ramené plein de choses, chacun dans notre domaine, je pense. Oui. Donc moi, aujourd'hui, je suis, depuis même avant le groupe Makers contre le Covid, j'étais porteur de projet d'une recyclerie Créalab. Donc, recyclerie, on récupère ce que les gens veulent plus, on essaye de ne pas les jeter. Et alors là, qu'est-ce que c'est? Donc là, par exemple, on a un métier à Tawashi, fabrication d'éponges lavables, qui là a été adapté à des enfants à partir de 3 ans. Parce que normalement, un métier à Tawashi, c'est une planche et des clous. Oui. Pour des enfants de 3 ans, c'est pas très adapté. Donc j'ai été recherché à fabriquer en 3D des petits pions qui vont être plus larges, qui vont les aider dans leur motricité fine. Après, on a des pièces de réparation imprimées 3D. Pour montrer aux gens que jeter c'est bien, mais il y a des fois il faut réfléchir et puis se dire qu'on peut refaire des pièces. Réparer, on peut faire plein de choses en fait. Il n'y a pas de fatalité. 3D, voilà. Ça a pris quand même de l'ampleur, hein, ça s'est démocratisé pour beaucoup de foyers finalement. Je pense en effet que cette crise du Covid a eu
comme avantage de mettre en avant cet outil, comme la broderie est un outil, la brodeuse, et permet à un grand nombre de se rendre compte de ce qu'on est en capacité de faire. Grâce à cet outil et d'autres en fait. Et cet outil, Anthony, tu l'as créé parce que grâce à tout ce qui s'est passé, tu as créé. Il y a une imprimante 3D qui est sur le plateau, je le dis, c'est la tienne. Oui. C'est la Cosmix qui est en train de fabriquer un petit Makey qui en fabriqua pendant tout le week-end. Ça prend à peu près 30 heures pour faire un petit Makey en 3D. En fait, on a fait en sorte de le faire durer pour qu'on voit l'imprimante tourner. Là, elle est passée en vert, elle a fini. Mais oui, en fait, cette imprimante 3D est le fruit de collaboration avec justement les makers qui ont poursuivi l'aventure. On a créé une société, on a créé tout un projet global, social et solidaire avec Visière Solidaire et Cosmix et VS Project. Et à chaque fois qu'on achète une machine ou qu'on démarre une machine comme ça, ça aide l'association Visière Solidaire à continuer d'aider des causes comme celle de la FM Téléthon pour rester dans l'actualité, ou d'autres pour des jouets pour des enfants, ce genre de choses. En tout cas, ça aide à financer. Merci à tous les deux, Yann et Anthony, d'avoir été avec nous. Bravo pour votre implication, pour votre solidarité donc, pendant cette crise sanitaire qui se poursuit. On le sait, on a besoin des makers au grand cœur. Vous laissez la place aux deux autres invités qui vont me rejoindre donc, sur ce plateau Maker au grand cœur qui se poursuit bien sûr pendant une petite dizaine de minutes. On est ensemble depuis la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. Merci beaucoup Yann. Ah oui, c'est le direct, c'est cool. Vous pouvez Yann. Bien sûr investir dans, je ne sais pas ça coûte combien une imprimante 3D. Maintenant il y a des petits modèles. Peut-être s'y mettre au début. Mais oui, il y a des petits. Il y a des petits débutant. Je ne connais pas la grille tarifaire. Faudrait demander à des spécialistes comme Anthony, mais n'hésitez pas. Et puis de toute façon, on partagera un maximum d'infos avec vous. Sur le chat et dans les replays de toutes ces émissions. En tout cas, avec bien évidemment. Les enfants, c'est aussi une manière de les éduquer autrement. On est bien d'accord. Exactement, merci Miguel. Nous avons rejoint donc en plateau Jean-Charles Desmarais, collaborateur RS Components, et Paul Couder du mur minimal respirateur universal. Je ne sais pas s'il faut le dire à l'anglais ou pas. Peu importe. Merci à tous les deux d'être là. Jean-Charles, bienvenue. Jean-Charles, tu es technicien mécanique, hygiène et sécurité chez RS Components. Donc c'est quoi ton quotidien en un mot? Mon quotidien, c'est que je renseigne les clients sur tout ce qui est l'aspect technique de nos produits qu'on distribue. Le micro bien proche de la bouche, pardon Jean-Charles. Ouais. Donc, je ne sais pas s'il est ouvert. Oui, il est bien allumé, il faut juste bien coller au masque, il n'y a pas de souci. D'accord, donc je renseigne donc nos clients et puis également tout ce qui est nos commerciaux, je les accompagne pour la préconisation de produits techniques en fonction des besoins et des contraintes de nos clients. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors il y a 1 an et demi, implication aussi pendant cette pandémie, ce début de pandémie. C'est ça, donc on a regardé un petit peu sur les réseaux sociaux ce que faisait Anthony justement avec Visière Solidaire, et donc j'ai souhaité contribuer moi aussi à la fabrication de visières. Donc on a réalisé ça. Après j'ai un ami qui travaille dans le BTP qui avait donc aussi besoin d'une visière, mais pas forcément pratique pour le mettre également avec le masque. Donc j'ai décidé de développer... Avec le casque alors? Voilà, avec le casque, c'est ça. Développer un petit système qui se met directement sur le casque. Donc ça surtout pour les travailleurs du BTP, pour les travailleurs de chantier, ça leur était bien utile? Ça leur a été utile, disons que ça évitait d'avoir le casque plus la visière qui se mettait normalement en dessous. Donc là l'intérêt c'est que on n'avait pas... Il existe quand même des produits adaptés, mais malheureusement, à cette période, il n'y avait pas beaucoup de stock. Paul, le Sandwich Studio, un petit mot sur cette structure, peut-être d'abord pour commencer. Effectivement, le Club Sandwich Studio, c'est mon entreprise qu'on a montée avec des anciens des Maker Faire. En gros, la plupart, on s'est rencontrés sur ce genre de salon. Et on continue à utiliser les outils des makers, mais on les professionnalise, quoi. Donc en gros, c'est une entreprise qui est à moitié un bureau d'études et une agence de design qui fait de l'accompagnement de l'idée au prototype, quoi. Alors comment est née cette idée de mur, on l'appelle comme ça, un mur respirateur d'urgence Alors effectivement, l'idée, elle est venue, l'anecdote, elle est très simple. Quelques jours avant le confinement en France, il y a eu un scandale en Italie sur... des makers qui avaient reproduit des valves en plastique à destination des respirateurs parce que c'était des valves qui se salissaient. Et donc effectivement, ils les ont reproduits et c'était des valves qui étaient vendues à plus de 10 000 € par les fabricants aux hôpitaux parce qu'elles étaient en rupture. Et ils ont été attaqués par le fabricant. Ça nous a beaucoup énervés. Et du coup, on s'est dit à ce moment-là qu'on a lancé un appel aux makers le 18 mars, il me semble, juste avant le premier confinement.
On a été en contact justement avec RS, c'est marrant qu'on se retrouve ici. Ah, c'est vrai ? Ouais, parce que c'est les premiers qui nous ont livré du matos pour avancer. Et effectivement, voilà, en fait, on a été scandalisé par le fait que, à partir du moment où tout est soumis à la loi du marché, voilà, on ne pouvait plus fabriquer. Donc on s'est dit pourquoi pas essayer d'en concevoir un. Ça nous a mené dans plein de trucs différents, mais voilà, l'idée est partie d'ici. Ouais. On va revenir sur le développement. Jean-Charles, peut-être pour continuer, combien d'exemplaires réalisés de cette visière ? Alors, au niveau de la visière, j'en ai fait à peu près un petit peu moins de 500 que j'ai distribué donc aux EHPAD. Et vraiment... Juste toi, de ton initiative personnelle ? Voilà, avec l'imprimante, une imprimante, 500 pièces, ça a duré 4-5 mois. Hein, donc distribué dans les EHPAD, dans les commerces de mon village, dans le rayon... Donc où alors ? C'est l'occasion de leur faire un petit clin d'œil aussi. Mon village, c'est Marseille-en-Beauvaisis, dans l'Oise. Et donc, voilà, on ne pouvait pas trop se déplacer, il fallait avoir la feuille, etc. Donc, on faisait ça au plus proche, quoi. Donc, 500 pièces. Et puis, pour le support de casque, j'en ai fait un petit peu moins d'une vingtaine, mais c'était vraiment dédié à une entreprise qui utilisait ça. Après, je l'ai mis en open source sur un site. Tu as eu le soutien, bien sûr, de ton entreprise, mon entreprise, tout à fait, qui m'a donc permis de récupérer une imprimante et puis qui m'a fait des dons aussi de consommables. Donc pour moi et également pour pas mal de makers qui faisaient partie du groupe Visière Solidaire. Le développement de ce respirateur, justement, Paul, est-ce que ça a pris très vite ? Est-ce que la machine s'est vite emballée ? Alors la machine s'est très vite emballée. Le développement, il était contraint, comme tout le monde, par le fait qu'on était obligé de concevoir avec très très peu de ressources, étant donné qu'on n'avait aucune livraison. Et ce développement un peu particulier est devenu l'âme en fait du produit, parce qu'on s'est demandé, dans un cadre où on n'a plus d'approvisionnement, comment est-ce qu'on reconçoit des objets dans l'univers de la débrouille, dans l'univers de la démerde, avec ce qu'on a, en dépouillant des Twingo sur un parking, en dépouillant des pharmacies, enfin vraiment avec ce qui est accessible, parce que les jolis composants dont on a besoin, en fait, ils sont pas possibles. Donc, on peut le voir, du coup, tu es venu. On peut le voir, mais alors effectivement, quand je l'ouvre, on ne le voit plus. Voilà. Bah là, par exemple, la valise donnée par une marque. Je me disais, elle est venue avec une valise et puis je la vois plus. Ça, c'est un des prototypes. Il y en a plusieurs qui tournent. Encore une fois, disclaimer, on n'a pas été les seuls à partir sur cette piste. Il y en a d'autres en France. Je ne parle pas pour tout le monde, etc. Nous, notre but, c'était vraiment de concevoir avec des pièces qu'on va soit pouvoir refabriquer, soit pouvoir trouver facilement. Ce qui est une contrainte pour ce genre de machine hyper compliquée. Donc les hôpitaux, évidemment, principalement. On a été en contact avec les hôpitaux. Le projet, je vais essayer de la faire très courte, mais le projet a pris des ampleurs qui nous ont complètement dépassés. Aujourd'hui, le projet s'est vraiment réorienté vers un projet de pédagogie pour créer une base de documentation qui puisse être réappropriée par d'autres pour développer leurs propres respirateurs. Il est évident que moi, en tant que citoyen, je ne vais pas vendre des respirateurs. C'est pas possible et surtout, j'en ai pas envie. Mais justement, le but de créer cette base de documentation, c'est que dès le début du projet, on a été en contact avec plein de groupes à l'international pour récupérer de la documentation, etc. Et c'est compliqué à concevoir, parce que là, on le voit comme ça, en fait, dans cette petite valisette. Mais tout est simple, tout est compliqué à concevoir. Le vrai problème du respirateur, et ce qui nous a intéressés, c'est qu'avant le Covid et avant cette crise, le monde de l'Internet n'avait jamais entendu parler de la respiration artificielle. Résultat, il n'y avait pas d'information. On remet dans le contexte, c'est la réanimation. C'est ça. Pour les patients les plus touchés par le Covid, par le virus, évidemment, pris en charge à l'hôpital. C'est ça. Et donc, en fait, par notre profession, d'avoir l'habitude de parler à énormément de gens différents, on s'est dit que là, notre force, c'est de compiler toutes les informations qu'on a entendues à droite à gauche, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui fait du sens, pour sortir en fait une base d'informations qui nous paraissent partagées et communes, parce qu'un médecin ne parle pas pareil qu'un ingénieur biomédical, qui ne parle pas pareil qu'un professeur d'université, qui ne parle pas pareil qu'une infirmière en réanimation. Donc en fait, tout le monde croit savoir, mais en fait, c'est qu'on n'a pas la même base de parole au début. Aujourd'hui, ce qui est très intéressant, c'est que notre projet, plein d'autres, il y a une 150aine de projets un peu crédibles dans le monde qui ont été répertoriés par un Américain. Ouais. Ces 150 projets ont amené une vraie documentation qui font que... Ça a eu le mérite de vous mettre en corrélation et de créer cette émulation entre tous les corps de métier, du coup ? Ça a été possible ou pas en fonction, on connaît le problème des projets open source à grande échelle avec beaucoup de monde. Parfois, on a un peu l'impression que ça nous ralentit plus que ça nous fait avancer. Tout le monde est en face de ça, mais n'empêche qu'aujourd'hui, s'il y avait une deuxième crise comme ça qui se passait pour une raison X ou Y, ce qui n'est pas impossible, la documentation comme base de réflexion pour la reconception de ces machines-là est disponible sur Internet, ce qui n'était absolument pas le cas avant. C'était pas le cas avant. Et ça, merci beaucoup, Paul. Jean-Charles, un dernier petit mot, tu continues ?
Ou pas les visières, tu en es où aujourd'hui? Là, en ce moment, disons que ça s'est quand même bien calmé. Ouais. Mais oui, je suis toujours plus ou moins maker. J'aime bien dessiner des choses sur... D'autres projets peut-être, d'autres idées? Pas pour le moment, mais pourquoi pas à voir à l'avenir, oui. Merci beaucoup à tous les deux pour votre engagement, vos idées, Merci. vos initiatives. Donc, pendant la crise du Covid, pendant cette pandémie, tout cela a commencé donc, en mars, avril 2020. Merci d'avoir été avec nous pour cette émission Maker au grand cœur que vous pourrez bien sûr retrouver en replay dans les tout prochains jours. Vous restez bien sûr avec nous. Maker Faire Paris se poursuit dans un instant avec une petite récréation avec les enfants Maker Faire Junior. Miguel, on retrouvera Fabrice dans un instant. Dans un instant, effectivement. Et puis, vous continuez à témoigner sur le chat. Et puis, tiens, si vous voulez faire un petit tour, allez sur les ateliers. Il y a un atelier DIY pour les enfants. Il y a justement une boîte à secrets en ce moment avec Cécile. Ils adorent ça, les enfants. Et ouais, avec l'équipe de PandaCraft qui vous propose ça. Donc, c'est super sympa. C'est sur la chaîne Atelier. Et nous, on est de retour dans 5 minutes max, même pas, pour Maker Faire Junior. A tout de suite. Et moi, je vous retrouve tout à l'heure pour Maker Faire pour la planète, bien sûr. Oui, tout bien à l'heure. sûr.